262e jour de guerre contre le Hamas et sur le front nord également face au Hezbollah. Pour en parler, nous sommes avec Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup Avi d'être avec nous ce matin sur Radio J. Plaisir de vous entendre effectivement commenter l'actualité. Actualité difficile pour l'État d'Israël sur le front nord. Des membres d'une équipe d'intervention rapide ont été blessés hier soir, victimes d'un tir de missile anti-char. Le ton qui continue à monter, Avi, entre Israël et le Hezbollah. Alors la guerre au nord est-elle devenue inévitable? Eh bien, écoutez, je n'aime pas utiliser le mot inévitable parce que tout est inévitable et ça ne dépend pas seulement de nous. Nous faisons tous les efforts pour ne pas combattre sur deux fronts pour le moment. Vous savez que si vous demandez à tout stratège militaire depuis 3000 ans, il vous dira que le pays qui combat sur deux fronts a un désavantage. Donc, il nous faut régler d'abord la question de Gaza. J'espère que cela dans un avenir proche, mettons. Et puis alors, nous pourrons voir quelle est la situation dans le Nord. Et d'après les circonstances, et si le Hezbollah continue ses attaques meurtrières, il y a une possibilité d'une offensive israélienne, peut-être limitée dans le sud du Liban, ou bien une opération militaire de plus grande envergure. Mais je dois vous dire, Ilana, que ça dépend beaucoup de la conduite du Hezbollah. Si le Hezbollah freine ses attaques contre Israël, il est possible qu'Israël reconsidère aussi ses positions. Alors on l'a vu aussi ce week-end, Israël qui accuse l'Iran de stocker des armes à l'aéroport de Beyrouth au Liban et qui dit justement que même si des armes sont cachées dans des zones civiles, eh bien ce seront des cibles légitimes pour l'État d'Israël. Vous savez, s'il y a une guerre qui éclate entre le Hezbollah et Israël, ce n'est pas une guerre entre le Hezbollah et Israël. Le Hezbollah fait partie de l'État libanais. Et le Hezbollah fait partie du gouvernement libanais. Donc, si une guerre éclate, alors, évidemment, c'est aussi l'État du Liban qui sera visé, les infrastructures, certainement. Vous vous rappelez ce qui s'est passé il y a 2 ans dans le port de Beyrouth lorsque Hezbollah, là-bas, avait stocké des munitions, des armes, il y a eu une explosion, c'était terrible. Alors, imaginez-vous qu'est-ce que ça donnerait si, par exemple, dans le cas d'une guerre, il y aurait un stockage d'armes, de munitions à l'aéroport de Beyrouth, qui serait, évidemment, une cible stratégique pour Israël. Alors, j'espère que nous n'en arriverons pas là, Ilana, mais il faut considérer toutes les possibilités. Et effectivement, les États-Unis, notamment, qui tentent d'éviter une guerre sur ce front-là, plusieurs acteurs internationaux qui tentent d'éviter cette guerre. On parle des États-Unis, justement, les États-Unis qui vivent en ce moment certaines tensions avec Israël. Benjamin Netanyahou qui a accusé l'administration Biden de ne pas fournir suffisamment d'armes. Et à présent, on le sait, la livraison d'armes des États-Unis à Israël aurait bel et bien baissé de 50%. C'est ce qu'affirment certains médias israéliens. Quel est votre regard là-dessus? Eh bien, écoutez, il y a plusieurs explications à cela. Premièrement, il y a une pénurie mondiale d'explosifs, de matières explosives. Deuxièmement, les États-Unis ont un problème aussi avec l'Ukraine, auquel ils doivent fournir des armes. Et troisièmement, il est possible que pour des raisons peut-être politiques, les livraisons d'armes pour Israël sont moins volumineuses que dans le passé. En attendant, je peux vous dire qu'Israël ne souffre pas de pénurie, ni d'ammunition, ni d'armes. Dans le cas d'une guerre avec le Hezbollah, eh bien, ça serait évidemment une situation différente, mais nous n'en sommes pas là. Et pour le moment, nous échangeons avec Washington
des messages verbaux et aussi Ouais. notre ministre de la Défense, Gallant, est en visite actuellement Mais alors, à Washington. justement, on parle de Yoav Gallant qui est en visite aux États-Unis, Benjamin Netanyahou qui accuse Washington, qui dit que Washington empêche l'acheminement de ses munitions à Israël. Pourquoi ces déclarations de Benjamin Netanyahou alors même que son ministre de la Défense est en visite aux États-Unis? Quel est le but de Benjamin Netanyahou de faire ce genre de déclaration selon vous? Mais moi qui suis en diplomatie depuis 50 ou 60 ans, je crois beaucoup à la diplomatie secrète, c'est-à-dire à la diplomatie discrète. Et que si on a des différends avec un pays, certainement avec un pays ami comme les États-Unis, c'est dans des conversations fermées que les choses se règlent. Et je n'ai pas compris exactement pourquoi Netanyahou avait cru bon, justement, de publiquement accuser les États-Unis sur cette question. À mon avis, c'est pour le moins maladroit et certainement du point de vue du timing, alors que Yoav Gallant est à Washington. Mais peut-être y a-t-il des éléments que je ne connais pas. Oui. Parce que je ne connais pas tous les éléments. Mais moi, si j'étais à la place de Netanyahou, j'aurais fait tous les efforts pour arranger cette question discrètement entre nous et les États-Unis. Et Washington qui a dit d'ailleurs qu'il ne réagirait plus aux déclarations de Benjamin Netanyahou. Alors Benjamin Netanyahou qui provoque la colère aussi au sein des familles des otages. Le Forum des familles des otages qui proteste après son interview qu'il a donnée à la 14e chaîne de télévision israélienne concernant la fin des combats à Gaza sans la libération de tous les otages. On a du mal à comprendre, c'est vrai, la stratégie du Premier ministre israélien. Vous comprenez aussi la colère de ces familles, Avi? Eh bien, écoutez, oui, mais là, je crois que c'est plutôt le Hamas qu'il faut accuser, pas dans ce cas-là, et pas Netanyahou. C'est le Hamas qui a refusé le deal que Netanyahou avait proposé, c'est-à-dire libération de tous les otages. C'est le Hamas qui a refusé. Donc, je m'imagine que Netanyahou est revenu sur le plan, mettons, partiel de libération. Peut-être qu'il a le plus de possibilités. Mais rappelez-vous, là, dans ce cas, contrairement au sujet où nous avons parlé tout à l'heure, bien, c'est le Hamas qui a totalement refusé, en faisant des demandes extravagantes, qui a totalement refusé le plan israélien. Donc, s'il y a un repli de Netanyahou sur un plan B, comme on dit, c'est compréhensible, mais on peut toujours revenir au plan original. Mais là, le problème, c'est le Hamas. Là, le problème, c'est pas Israël. Israël veut libérer tous ses otages. Alors, libérer tous les otages, c'est évidemment l'objectif de cette guerre, faire tomber aussi le Hamas. On a entendu par ailleurs ces derniers jours le porte-parole de l'armée israélienne qualifier de poudre aux yeux l'idée qu'on pourrait faire disparaître le Hamas. C'est ce qu'a dit Daniel Hagari. Le Hamas est une idéologie, on n'élimine pas une idéologie. Dire qu'on va faire disparaître le Hamas, c'est jeter de la poudre aux yeux du public. On lui a remonté les bretelles après ces déclarations à Daniel Hagari, mais ça pose aussi question effectivement de la suite, de la stratégie de cette guerre à vie. Vous savez, Ilana, comme ancien porte-parole, je connais l'importance du choix des mots. Si Hagari avait dit plus clairement qu'on ne peut pas faire disparaître le Hamas de l'esprit des gens de Gaza, tout le monde aurait compris, parce que tout le monde est d'accord. Le Hamas, c'est une idée, c'est une idéologie. On peut le battre et le combattre, on peut le vaincre militairement, on peut le vaincre politiquement. On ne peut pas faire disparaître l'idéologie du Hamas. Et ce n'est pas le but de notre opération. Le but de l'opération à Gaza, c'est de se débarrasser du contrôle du Hamas sur la bande de Gaza. Ça, c'est possible, mais ça ne vous promet pas que les gens ne soient pas des adeptes du Hamas. Même après, regardez ce qui s'est passé en Allemagne nazie. Il y a eu tout un processus de dénazification après la guerre qui a pris des ans et des ans et des ans, parce que le nazisme était très profondément inculqué dans l'esprit des gens. Et si Hagari avait peut-être expliqué un peu mieux ses déclarations, il n'y aurait pas eu tout ce tollé autour.
Alors justement, pour terminer, peut-être, on s'interroge aussi sur l'après-Gaza. Que compte faire Israël après élimination des terroristes du Hamas, après avoir nettoyé, entre guillemets, les zones où le Hamas opère? Que va-t-il se passer selon vous, Avi? Comment vous projetez dans l'avenir? Quelles sont vos projections pour l'État d'Israël? Eh bien là, c'est un reproche que je fais au gouvernement, que justement, il n'y a pas de plan d'action après Gaza. Et je sais que pour le moment, il n'y a pas de vraie alternative. Toutes les alternatives qui ont été présentées ne sont pas bonnes. Et amener le Fatah au lieu du Hamas, c'est évidemment pas une solution. Amener des pays arabes modérés serait une solution s'ils étaient d'accord. Mais ils ne sont pas d'accord. Installer une administration militaire, cela perpétuerait notre occupation à Gaza. Ce n'est pas non plus une bonne solution. Et je pense que le gouvernement n'a pas encore assez pensé à quelle serait la situation après à Gaza. Il y a différentes idées et je crois que maintenant, on approche la fin des combats. Netanyahou l'a dit il y a quelques jours, à Rafah, on approche la fin des combats lourds et on entre dans une autre phase. Et c'est le moment, vraiment, Ilana, de penser à l'après-guerre de Gaza. C'est maintenant le moment. Eh bien, merci beaucoup, Avi Pazner. Merci pour toutes ces précisions. Ancien ambassadeur d'Israël en France, on vous retrouve chaque fois avec grand plaisir sur cette antenne. À très bientôt. Radio J.